Dans la dernière activité, vous venez de voir que l'agriculture intensive, utilisant beaucoup d'intrants, avait des conséquences néfastes sur l'environnement. Je vous propose d'en découvrir quelques aspects dans cette vidéo. Vous pourrez ainsi compléter la partie de cours correspondante. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause, à revenir en arrière ou à la visionner plusieurs fois. Commençons par la pollution des eaux et des sols. On s'aperçoit sur la carte de la France que peu de régions sont alimentées par une eau conforme au taux de nitrate imposé par les normes de potabilité. Vous voyez la légende ici, en bleu les eaux de très bonne qualité au niveau des nitrates et en rouge celles de mauvaise qualité. La France est partagée en deux, d'ouest en est, avec la partie nord-ouest de la France qui possède des eaux de médiocre à mauvaise qualité. En effet, pour se développer, les plantes ont besoin d'azote. Les engrais azotés utilisés sont constitués de nitrate, NO3-. Ils sont pulvérisés en grande quantité sur les cultures afin de favoriser leur croissance. Cependant, les plantes n'absorbent pas la totalité des nitrates. Ils diffusent alors lentement dans le milieu et contaminent les sols, ainsi que les eaux souterraines et les eaux de surface qui vont ruisseler. L'eau de boisson, issue des nappes phréatiques, est donc contaminée. Pourquoi les nitrates sont-ils si facilement lessivés? Souvenez-vous, vous avez étudié en physique-chimie le complexe argilo-humique, formé par l'association d'humus et d'argile. Ce complexe, présent dans les sols de bonne qualité, est chargé négativement. Il est capable d'échanger des particules chargées, les ions, avec le sol. Ces charges négatives lui permettent de fixer des cations chargés positivement. Or, les nitrates, NO3-, sont chargés négativement. Ils ne sont donc pas retenus par le complexe argilo-humique et peuvent être lessivés de façon importante. Au-delà de polluer l'eau de boisson, les nitrates ont aussi des conséquences sur l'environnement. Quel est le point commun entre ces deux photos? Le développement anormal d'algues vertes dans l'eau. Ceci est dû à la présence de nitrates. C'est ce qu'on appelle l'eutrophisation. L'eutrophisation est une forme de pollution qui se produit lorsqu'un milieu aquatique reçoit trop de matière nutritive. Voyons plus précisément en quoi cela constitue. Sont tous ces étangs, ces lacs, mais aussi ces cours d'eau et ces estuaires asphyxiés par la peste verte des algues filamenteuses. Les pêcheurs se lamentent, les riverains se bouchent le nez. En France, un tiers des rivières et des fleuves sont concernés par ce phénomène qu'on appelle l'eutrophisation. Il s'agit d'un enrichissement du milieu aquatique par des éléments nutritifs dissous, principalement des nitrates et des phosphates provenant de l'agriculture et des ménages. Rejetés dans le milieu naturel, ils favorisent la croissance d'algues microscopiques. C'est le cancer de nos cours d'eau. La prolifération de la végétation finit par masquer la lumière du soleil, empêchant la photosynthèse en profondeur. Au fond, les plantes meurent et sont décomposées par des bactéries qui prolifèrent, consommant de plus en plus d'oxygène, provoquant une asphyxie des autres espèces vivantes. La mort de nombreux animaux augmente encore la matière en décomposition. Le plan d'eau se couvre alors d'une couche d'algues nauséabondes, les fleurs d'eau, seuls organismes capables de supporter ces conditions. À première vue, cette explosion végétale en surface peut paraître un signe de vie. Pourtant, au-dessous, c'est le désert sans oxygène. Pour
Pour éviter cela, il faut continuer à limiter l'usage des engrais, des lessives, et ensuite mieux traiter les rejets dans la nature de nos eaux usées. Et si on cessait tout simplement d'entraver nos rivières? L'eau qui court sait elle-même panser ses plaies. Au-delà des conséquences environnementales, l'eutrophisation peut avoir des conséquences sur notre santé, comme va vous le montrer cette vidéo avec cet incident survenu en Bretagne il y a quelques années. Trop c'est trop. La mort d'un cheval et le malaise de son cavalier la semaine dernière dans la baie de Saint-Michel-en-Grève exaspèrent les riverains. Pour les associations environnementales, aucun doute, les algues vertes sont un danger pour l'environnement, mais aussi pour la santé. Jusqu'à présent, on pensait que les algues vertes, c'était un trouble dans le paysage, que c'était un trouble de puissance. Maintenant, on se rend compte que c'est même pas un trouble sanitaire, mais ça représente des risques sanitaires de première importance, puisque jusqu'à un cheval peut mourir. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de la mort du cheval. Selon les scientifiques, ce sont les amas d'algues en décomposition qui sont toxiques. Les algues vertes, quand elles sont vivantes, ne sont pas dangereuses pour la santé. Par contre, quand elles entrent en putréfaction, après s'être déposées sur des plages, elles fermentent et elles produisent de grandes quantités de gaz, en particulier des composés soufrés dans l'hydrogène sulfuré, qui est un gaz bien connu pour être un gaz très dangereux et qui peut être mortel pour l'homme. Conséquence des nitrates rejetés par l'agriculture intensive, les algues vertes se développent au printemps et en été lorsque la lumière est plus importante. Pour le maire de Saint-Michel-en-Grève, dont la responsabilité est engagée en tant qu'élu, il faut trouver des solutions pour baisser le taux de nitrate. Vous venez de voir un exemple de conséquences sanitaires de l'agriculture intensive. Beaucoup plus proche de nous, l'accumulation de pesticides dans nos assiettes pose un autre problème. En effet, vous pouvez voir sur le document, en une journée, un enfant de 10 ans est susceptible d'être exposé par son alimentation à 128 résidus chimiques, dont 36 pesticides. Alors, même si les limites légales imposées par les normes de santé publique sont respectées, le risque zéro n'existe pas. De plus, les produits phytosanitaires ne sont pas biodégradables. Ils contaminent les sols, les eaux et les êtres vivants qui les occupent. Ils se transmettent et s'accumulent au sein des réseaux trophiques. C'est ce qu'on appelle la bioaccumulation. Vous pouvez le voir ici. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 niveaux trophiques dans cette pyramide. Tout en bas, le phytoplancton qui se développe dans l'eau. Il absorbe les pesticides. Il est consommé par le zooplancton qui absorbe donc lui aussi les pesticides qui étaient contenus dans le zooplancton et les condense. Et ainsi de suite. Les poissons consomment le zooplancton, condensent les pesticides. Et cela continue sur tous les réseaux trophiques de la pyramide de biomasse pour arriver dans les derniers niveaux à des concentrations extrêmement importantes. Un autre exemple de conséquences environnementales concerne l'épuisement des ressources. La mer d'Aral est en fait un lac d'Asie centrale. En 1960, ce lac, alimenté par 2 grands fleuves, était le 4e plus grand lac du monde. C'est à cette époque que les soviétiques ont décidé de transformer les steppes désertiques du Kazakhstan en champs de coton et en champs de blé. Ils ont alors détourné une partie des fleuves pour irriguer leur culture et ainsi priver la mer d'Aral de 40 km3 d'eau en moyenne chaque année. Dès 1970, la mer d'Aral avait déjà perdu 9/10 de sa surface et vous voyez l'évolution au cours des années jusqu'à l'assèchement quasi total de ce lac, entraînant ainsi la mort de millions de poissons et réduisant de plus de 75% la pêche des populations qui bordaient cette mer.
Voyons maintenant rapidement deux derniers exemples de conséquences de l'agriculture intensive. La déforestation. Comme vous le voyez, c'est une conséquence du besoin croissant en surface agricole. Et vous voyez sur cette carte en rouge, nette perte des forêts. Donc sont concernées bien sûr l'Amazonie en Amérique du Sud, des régions de l'Afrique équatoriale et les grandes plaines d'Asie centrale. Enfin, les gaz à effet de serre, comme on le voit sur ce graphique, le choix des différents types de cultures impacte sur la production des gaz à effet de serre, puisque l'on voit que ici les volailles et les porcs, donc les élevages, sont les plus gros producteurs de dioxyde de carbone, donc le dioxyde de carbone qui est un gaz à effet de serre. On peut se demander en quoi l'agriculture augmente le taux de gaz à effet de serre. Eh bien, ce sont les trois gaz que vous voyez ici, dioxyde de carbone, méthane et protoxyde d'azote, qui sont des gaz à effet de serre et qui sont produits par l'agriculture. En effet, donc le CO2 qui provient de l'utilisation de combustibles fossiles comme le pétrole, le gaz, dû à la mécanisation de l'agriculture, et aussi l'utilisation des engrais azotés qui libèrent le protoxyde d'azote. Il faut savoir que l'on parle beaucoup du dioxyde de carbone, mais le plus puissant gaz à effet de serre est ce protoxyde d'azote, ici N2O. Enfin, le méthane libéré est lui aussi directement lié à l'activité agricole à travers les fumiers, mais surtout le système digestif des ruminants. Pour rappel, l'effet de serre est un phénomène naturel, sans qui la Terre serait beaucoup plus froide. Il est lié à des gaz présents dans l'atmosphère qui retiennent la chaleur de la Terre et permettent une température agréable. Nous en avons maintenant fini avec les conséquences environnementales et sanitaires de l'agriculture intensive. N'oubliez pas de compléter votre cours avec ce que vous venez de voir.